Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième vidéo d'une série de 7 vidéos. Aujourd'hui on aborde la troisième plus grande crainte qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer vers l'investissement immobilier locatif. On a vu le tout premier, c'est la bête et simple peur de ne pas avoir son crédit immobilier. Le deuxième, c'est de tomber sur un mauvais locataire, le locataire qui ne va pas vous payer ou qui va potentiellement tout détruire dans l'appartement. Et le troisième peur, le troisième blocage psychologique que vous avez, c'est de ne pas bien savoir ce que vous allez acheter et de tomber sur ce que j'appelle le bien pourri. Le bien pourri, c'est quoi? C'est le bien dans lequel il y a plein d'humidité, dans lequel vous avez plein de remontées de moisissures, dans lequel vous avez des problèmes structurels, dans lesquels tout est de guingois et dans lesquels vous allez avoir de très gros travaux à faire et vous allez en fait pendant la rénovation ou pendant l'acquisition, vous allez aller de surprise en surprise dans cette dans ce bien là. Donc du coup moi, parce que pour ma petite histoire, j'ai failli faire ça, j'ai failli acheter un bien immobilier qui aurait pu me coûter environ 200 000 € de travaux avant même de pouvoir y mettre des locataires. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'était un immeuble qui était situé dans le centre-ville de la ville de Toulon, donc dans le sud de la France, en Provence, dans le Var. Et comment dire, j'ai visité l'immeuble, j'ai fait une grosse négociation, il devait être à 200 000 €, je l'ai eu à 130 000 €, 4 logements, un commerce, très bien placé sur un axe très passant de cette grande ville. Et bon, il y avait quand même quelque chose qui me chagrinait, c'est que sur un des murs à l'entrée de l'immeuble, il y avait une petite fissure qui m'embêtait un petit peu, mais je me suis dit bon écoute, c'est pas grave, après tout un bâtiment ça bouge un peu, c'est un bâtiment ancien, des fissures c'est normal, ça fait partie du bâtiment. Voilà, je me rangeais un petit peu derrière cette fausse raison de me dire que ça faisait partie de la vie du bâtiment, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc du coup, j'ai signé le compromis de vente et après j'avais les 10 jours de loi SRU pour me rassurer. Le soir de la signature, je rentre manger à la maison chez mes parents, j'annonce ma future acquisition et voilà, encore une de plus, etc., etc. Et là, je parle de cette petite fissure qui m'inquiète un peu et là, mon père me dit, écoute, tu vas appeler Raymond. Raymond, c'est un ami de mon père qui est un expert d'assurance retraité qui habite Toulon, justement. Il m'a dit, tu le fais venir, il regarde cette fissure parce que tu peux pas te permettre en fait de te gourer sur une fissure. Imagine c'est une lézarde sur un mur porteur, une fissure traversante, etc. Ça peut être extrêmement grave. Du coup, bon bah, j'en ai pas dormi de la nuit. Bref, j'appelle cet ami qui se rend disponible immédiatement. On se revoit avec l'agent immobilier qui nous rouvre simplement la porte d'entrée de l'immeuble. Et là, je lui ai même pas dit où était la fissure, hein. Il ouvre la porte de l'immeuble. Il voit au loin la fissure que je pensais sur le mur du fond qui était le mur porteur principal de l'immeuble. Il m'a dit surtout Rodolphe, tu n'achètes pas ça. Et en fait voilà, il avait tout dit. Moi j'ai fait comme peut-être vous auriez fait, c'est-à-dire que je suis allé sur internet, sur des blogs, j'avais pris une photo de la fissure, j'avais comparé les fissures, les petites, celles qui s'agrandissent, celles qui rétrécissent, celles qui sont dues à des sols secs, celles qui sont dues à des vibrations parce que à côté il y a des camions qui passent et donc forcément ça fait trembler le bâtiment, patati patata. Et moi j'avais réussi à faire en sorte que j'étais rassuré par rapport à cette fissure. Et lui m'a dit regarde, je vais te montrer quelque chose. Il m'a montré qu'en fait cette fissure, on a retiré un morceau de plainte, la fissure elle était large en bas, cachée par la plainte, elle faisait plus d'1 centimètre. Moi je pouvais rentrer mon petit doigt vraiment dans la fissure. Il m'a dit regarde, on va aller voir de l'autre côté. Donc on va au niveau du local commercial, on demande à pousser une étagère sur laquelle il y avait des documents de rangée qui cachaient la fissure, et la fissure de l'autre côté, elle faisait 2 cm d'épaisseur et elle partait comme ça en s'élargissant. Et il m'a dit regarde, on va soulever les dalles de faux plafond. Donc vous savez, c'est les plaques qui permettent de baisser un peu le niveau dans les bureaux et qui permettent de mettre aussi des luminaires. On soulève les dalles de faux plafond et là on voit la fissure qui continue et qui divisait quasiment en deux la poutre porteuse du bâtiment. Tout ça pour vous dire que, il m'a dit voilà, il m'a dit ce qui se passe ici, c'est que la fissure elle est pile au niveau de là où tu as toutes tes canalisations d'eau usée, d'eau grise, d'eau propre, d'arrivée d'eau, etc. Tu as une fuite qui doit être là depuis une dizaine d'années, ça lessive le sol, donc aujourd'hui il n'y a plus de sol en dessous, donc le mur porteur principal de l'immeuble ne repose plus sur rien. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il va falloir creuser, faire un arrêté de voirie pour aller faire des micro-pieux sous l'immeuble, etc. Tu vas sûrement devoir reloger les locataires à ta charge dans un hôtel pendant la durée des travaux, ça va durer 1 an. Donc surtout si tu es dans les 10 jours de délai de rétractation, tu te rétractes immédiatement. Chose que j'ai fait, hein. L'après-midi même je suis allé voir mon notaire, je lui ai expliqué, je lui ai fait mon papier, je lui ai fait en main propre ma volonté de vouloir me rétracter de cette vente. Mais voyez, qu'est-ce qui s'est passé?
J'en ai parlé, j'ai fait l'erreur en fait, parce que j'aurais pu très bien ne pas en parler et j'aurais vraiment eu énormément de soucis. La chaîne des investisseurs intelligents n'aurait peut-être jamais existé et ma carrière d'investisseur aurait peut-être été complètement anéantie, uniquement parce que je n'ai pas eu la sagesse, l'intelligence de m'avouer à moi-même que je ne savais pas juger une fissure. Du coup, heureusement qu'on a ce bon ami dans la famille qui est un expert d'assurance retraité qui, lui, a vu des sinistres comme ça a été toute sa carrière. Donc lui, il sait, comme ça en un quart de seconde, il sait dire un peu l'histoire d'une fissure parce que c'est son métier, quoi, tout simplement. Sauf que moi, c'est pas mon métier. En tout cas, à l'époque, l'immobilier n'avait pas autant d'ampleur chez moi qu'aujourd'hui. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que j'ai eue. J'espère que mon cas vous servira de leçon, mais admettez-vous, si vous n'avez pas le niveau, en termes de bâtiment, en termes d'immobilier, en termes vraiment béton, structure, admettez-le. Et franchement, qu'est-ce que c'est 300 000 euros, qu'est-ce que c'est 300 euros pour faire déplacer un expert payant, parce que du coup, tout le monde n'a pas un expert d'assurance dans ses amis. Donc vous, si vous en faites déplacer un, ça va vous coûter 300 euros, mais qu'est-ce que c'est 300 euros dépensés par rapport à 300 000 euros de crédit, 25 ans, pieds et poings liés avec une banque, si vous ne pouvez pas le louer, etc., etc. En plus des différents problèmes de potentiel d'arrêté de péril, etc. Donc ça peut vraiment être gravissime comme problème. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas le niveau suffisant en termes de bâtiment, avouez-vous-le et sous-traitez les choses. On a tous un ami qui travaille dans le bâtiment, qui peut être carreleur, qui peut être maçon, qui peut être plombier, qui a une entreprise générale de bâtiment. Et si vous n'en avez pas, je suis désolé, mais allez sur internet, allez voir, mandatez les services d'un expert d'assurance indépendant parce que vraiment, il va beaucoup vous rassurer. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez toujours 5 points pour éviter de tomber sur le bien pourri parce que là, en l'occurrence, le bien que j'ai failli acheter, c'était bel et bien un bien pourri. Donc, premièrement, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, faites appel à un expert. Je pense que je l'ai assez détaillé. Deuxièmement, ce que je vous recommande, si c'est votre premier investissement ou peut-être votre deuxième, commencez par des choses simples. Quelque chose de simple, ça n'est pas forcément un immeuble. Quelque chose de simple, ça va être un appartement logé au sein d'un immeuble, donc dans une copropriété qui aura été construite dans les années 60-70, là où, les décennies où on aura vu en France l'émergence, l'arrivée en tout cas sur le marché du béton armé. Eh bien, ce sont des bâtiments qui sont extrêmement solides, qui sont extrêmement sains, qui sont bien faits. Souvent, il n'y a pas ou très peu d'humidité. Et ces logements, en plus de présenter une bonne distribution et donc souvent des appartements agréables à vivre, eh bien, sont des bâtiments qui tiendront très bien dans le temps. Alors peut-être, je suis complètement d'accord avec vous, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus beau. Dans les années 60, on construisait pas mal de barres d'immeubles. C'est pas très beau, c'est même assez laid. Et c'est même très laid, on va pas se cacher. Mais au moins, si vous achetez dans un bâtiment comme ça, vous allez peut-être avoir des charges de copropriété qui vont être certes un petit peu élevées, mais bon, en général, il y en a au moins la moitié qui est payée par le locataire. Mais au moins, vous achetez quelque chose qui tient, qui traversera les décennies, peut-être même les siècles, parce que c'est du béton armé, on sait le construire, on sait le faire, et c'est simple, si vous voulez. Vous n'avez pas de problème de bâtiments pourris à cause de bâtiments qui ont été construits en béton armé à ces époques-là. Donc, choisissez plutôt le semi-récent à l'ancien. Tout ce qui est semi-récent, c'est les bâtiments qui vont avoir moins de 40 ans. Ce qui est récent, c'est ce qui a moins de 10 ans, et ce qui est ancien, c'est ce qui a plus de 50 ans. Donc, privilégiez vraiment pour commencer, pour être tranquille, pour ne pas avoir ce type de problème. Après, lorsque vous aurez peut-être 5, 6, 7 biens, ok, là vous irez taper dans des bâtiments anciens, dans les centres-villes anciens qui ont été construits peut-être au 18e. Imaginez un bâtiment qui a été construit en 1750. Forcément, il a été fait peut-être en pierre de taille ou en pierre qui a été simplement enduit. Il y a peut-être des remontées d'humidité, peut-être que tout est de guingois, souvent c'est des petites pièces. Bref. Ne vous embêtez pas. Il faut vraiment que votre premier investissement, pour qu'il soit complètement réussi, prenez quelque chose de simple. Et j'en profite aussi pour vous dire, prenez quelque chose dans la mesure du possible, pas trop loin de chez vous, parce que au début, vous allez gérer vous-même vos locataires, vous allez gérer les travaux, vous allez faire quand même pas mal d'allers-retours. Et après, ok, parce que moi c'est vrai que quand j'étais en France, j'étais à Marseille et j'avais des biens un peu partout en France, mais quand même surtout localisés en Provence. Maintenant, avec l'expérience, je ne prends plus la peine de me déplacer, je fais confiance, j'ai des artisans de confiance un petit peu partout et donc je travaille à la confiance. Et quand je me déplace pour faire un rendez-vous de contrôle 1 à 2 fois par an, eh bien ça se passe extrêmement bien, je n'ai plus de mauvaises surprises. Tandis qu'au tout début, j'étais quand même content d'investir dans des biens immobiliers qui étaient près de chez moi parce que j'avais quand même dû faire pas mal de déplacements et le carburant est cool. Ça aussi, c'est un coût à considérer. Donc,
comment dire, voilà, deuxièmement, prenez un bien qui est dans une résidence relativement récente. Ensuite, troisième point, vous devez prendre un bien immobilier qui présente une tension locative suffisante. Je pense profondément qu'il n'y a rien de pire qu'un investissement locatif qui ne se loue pas. Il faut faire très attention parce que très souvent, lorsque vous allez voir l'agent immobilier, on va vous présenter un prix d'achat assez agressif, un prix du loyer, un loyer à pratiquer qui va vraiment être intéressant. Bref, en termes de travaux, ça va être intéressant. Vous allez voir que toutes les planètes vont être alignées et franchement, vous allez être rassuré pour ce bien-là. Sauf que du coup, vous signez, vous faites votre demande de crédit, tout se passe très bien. Et puis, vous avez les clés qui tombent chez le notaire. Du coup, vous avez vos clés, vous mettez votre petite annonce en ligne et là, pas d'appel, pas de consultation d'annonce. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Vous avez eu quelques visites infructueuses parce que vous êtes dans une ville ou dans un quartier de la ville qui a tendance à se désertifier. Et donc, vous avez acheté un bien qui ne se loue pas. Alors ok, peut-être que vous allez pouvoir le revendre, sans forcément perdre trop d'argent, mais si vous n'avez pas pris le soin de vérifier la tension locative suffisante, je vous rappelle qu'il y a un site internet qui est très bien et qui s'appelle www.letensiomètre-locatif.fr dans lequel vous renseignez le code postal de la ville en question et le type du bien sur lequel vous voulez étudier, c'est-à-dire mettons un T2 ou un T3 dans la ville de Besançon. Donc je ne connais pas par cœur le code postal de la ville de Besançon, mais vous tapez ça plus T2 ou T3 et ça va vous donner des indicateurs avec des flèches et ça va vous dire si c'est difficile ou pas pour le locataire de trouver un logement. Si c'est difficile pour le locataire de trouver un logement, ça veut dire qu'il y a une tension locative qui est intéressante pour nous bailleurs. Et moi, je fais toujours cette étude-là lorsque je me rapproche d'une ville, lorsque j'étudie une ville que je ne connais pas. Je commence toujours par le tensiomètre locatif et je valide toujours après en mettant une fausse annonce sur le bon coin. Je mets des photos d'un appartement que je possède déjà et je sais que si j'achète dans cette ville-là, l'appartement en question ressemblera à ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, et uniquement ensuite, je publie l'annonce et je regarde le nombre de numéros de téléphone, la quantité d'appels que j'ai eu et en fonction de ces quantités, eh bien, je juge de savoir si c'est suffisamment tendu ou pas pour moi. Mais visiblement, si vous avez acheté un bien immobilier qui ne se loue absolument pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas testé, vous n'avez pas pris le soin de tester au préalable la bonne tension locative. Donc, attention à ça parce que ce troisième point est pour moi le pire. Quatrièmement, vous devez savoir estimer en un claquement de doigts les travaux. Je vous mets une vidéo vers le haut et je vous la remettrai sur ma gauche, donc sur la droite pour vous à la fin de cette vidéo. Comment estimer des travaux? Il y a des règles qui sont très très simples, mais croyez-moi que si vous êtes le premier à faire une proposition de prix par rapport au bien immobilier que vous venez de visiter, eh bien si vous savez que dans 30 mètres carrés, c'est un appartement qui va nécessiter environ 300 € du mètre carré de travaux, 3 x 3, 9, donc ça fait 9 000 € de travaux à dépenser dans ce bien-là pour pouvoir le relouer. Eh bien vous avez le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence, le montant des travaux, vous ajustez le prix d'achat que vous devez proposer pour en faire la rentabilité suffisante, vous connaissez le loyer que vous allez pratiquer après, et bien tout de suite vous pouvez proposer un prix et potentiellement ce que j'ai vu, ce que mon expérience m'a dit, c'est que chaque fois que je visitais un bien immobilier, eh bien une fois sur deux j'étais le premier à le visiter et une fois sur deux ma proposition a été acceptée et parfois elle était même très très agressive. Donc si vous savez estimer efficacement, rapidement et surtout très simplement en retournant voir la vidéo que je vous mettrai à la fin de celle-ci, vous allez gagner du temps et vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous allez proposer un prix tout de suite. Vous allez dégainer une offre d'achat, vous allez écrire au stylo bic votre proposition, les délais, etc. Et puis ça va être vraiment puissant parce que vous allez estimer comme un pro. Donc je ne vais pas parler plus d'estimation de travaux dans cette vidéo parce que c'est pas forcément le but tout de suite. Vous irez retourner, vous retournerez voir cette vidéo à la fin de celle-ci. Et le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est une phrase qui est de moi, qui est de Monsieur Rodolphe, c'est que ne pas acheter est un acte d'investisseur. Donc vous devez savoir que si vous achetez un bien immobilier, vous voulez acheter un bien immobilier, le prix d'achat paraît cohérent, la tension locative est bonne, le bien vous paraît pas mal, mais quand même vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous sentez que le vendeur est un petit peu louche, etc. Et bien ça, je suis désolé, mais moi j'écoute énormément mon intuition et quand je vous dis que ne pas acheter est un acte d'investisseur, eh bien vous devez vraiment tout ça pour vous dire que vous devez avoir toutes les planètes d'alignées, vous devez vraiment être sûr et certain. Et si vous avez
une petite crainte pour un bien que vous allez acheter, et bien c'est là où il faut mettre des commentaires sous les vidéos, qu'il faut poser des questions, qu'il faut se rapprocher sur les différents groupes Facebook que vous devez partager avec des experts, parce que si vous avez un petit doute en termes de bâtiment, parce que là on parle vraiment de bâtiment, de biens pourris, faites appel à un expert qui va venir lever les doutes pour vous. Donc si vous achetez un bien, vous proposez 150 000 € et que vous ne prenez pas le soin de dépenser 300 € pour justement valider que vous soyez vraiment ceinture, bretelle pour le, comment dire, la bonne qualité de ce bien-là, la qualité suffisante de ce bien-là, et bien du coup vous serez rassuré et puis vous pourrez comment dire, enchaîner ensuite vos investissements, vos autres investissements beaucoup plus rapidement. Voilà chers amis, donc c'était la troisième vidéo de cette série de 7 vidéos. La première de vos craintes, c'est le fait de ne pas obtenir de crédit. Le deuxième, c'est de tomber sur le locataire qui ne paye pas. Le troisième, c'était aujourd'hui, c'était le bien pourri, donc pourri au sens où il ne se loue pas, et pourri au sens où il est plein de vices cachés, il est complètement, pourri comme une mariée, je dirais, trop bien habillée avec une superbe robe et un énorme maquillage. Mais le soir, je dirais, lors de la nuit de noces, lorsqu'elle retire sa robe et qu'elle enlève son maquillage, c'est c'est la femme de Gargamel. Bon bah voilà, il faut vraiment se méfier parce que malheureusement, comment dire, dans le bâtiment, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui maquillent des choses avant de les vendre. Donc appuyez-vous, faites appel à un expert, et même si vous pouvez faire un recours en vice caché avec votre notaire qui va vous aider, etc., ça reste quand même une procédure à éviter parce que c'est très long, ça coûte cher, c'est beaucoup d'énergie, et la chance que vous, la chance potentielle que vous puissiez retrouver vos deniers à la fin, c'est-à-dire que vous fassiez racheter votre bien par l'ancien vendeur, elle est quasiment nulle. Donc, s'il vous plaît, prenez-y vous vraiment comme un investisseur intelligent, et puis entourez-vous de professionnels si vous n'êtes vous-même pas issu du milieu du bâtiment. Cette vidéo est terminée et je vous demanderai d'attendre encore quelques jours pour voir la quatrième vidéo, la quatrième de vos pires craintes qui vous empêchent de cheminer vers l'investissement immobilier. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!